Bonjour à tous mes élèves de seconde. Comme promis, je vais vous présenter la correction du coup de l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc c'est l'activité qui introduit ce nouveau chapitre, là le chapitre 8. On va parler de la notion de force, dont vous avez sûrement déjà entendu parler déjà dans mon cours et puis en seconde. Vous avez normalement déjà vu le poids, et on vous avait dit que le poids c'était une force. Vous vous rappelez un petit peu de ça? Et on va parler également de la notion d'action mécanique. Et surtout, à la fin de cette activité, on va faire le lien entre la notion de force et puis la notion de mouvement. Comment une force fait pour mettre en mouvement un objet. Ok. Faire le lien d'une certaine manière entre, si vous voulez, le vecteur vitesse qu'on a vu dans les chapitres précédents et puis la force qu'on voit ici. Parce qu'il y a un lien entre les deux. On va voir pendant cette activité le début de ce lien, un premier aperçu de ce lien, et puis les années suivantes, donc l'année prochaine et surtout l'année d'après, on rentrerait dans le vif du sujet pour vraiment comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, c'est une sorte d'introduction. Ok. Alors on y va. Chapitre 8, notion d'action mécanique et force. Les objectifs de l'activité, c'était définir qu'est-ce que c'est qu'une action mécanique et passer de la notion d'action mécanique à la notion de force. Alors normalement, la notion d'action mécanique, vous aviez déjà vu ça au collège, mais si jamais vous n'avez pas vu ce que c'était, c'est pas grave, cette activité permet de faire une sorte de rappel de tout ça. Grand 1, notion d'action mécanique. Document 1, quelques situations sportives. Alors j'ai pris des exemples sportifs dans cette activité. Donc on a sur la première figure un joueur de football et on vous dit lors d'un tir au football, le ballon est mis en mouvement. Ensuite, ici, on vous présente un autre sport, le slam ball. On a A, le sportif qui est en l'air, et B, le trampoline qui est déformé. Alors ici, vous voyez en fait, le slam ball, c'est quoi? C'est comme une sorte de basket, sauf que les joueurs prennent appui sur un trampoline pour pouvoir marquer des paniers, okay, en sautant comme il le fait ici. Et enfin, figure 3, lors d'une régate, le déploiement des voiles permet de faire avancer le bateau, donc une régate, c'est une bateau. Et vous avez un petit document à côté avec pas mal de termes en gras qui sont des termes importants qu'il faut connaître. J'aurais pu mettre un petit cœur d'ailleurs devant. Donc on nous dit, lors d'un match de tennis, l'action mécanique exercée par la raquette sur la balle est responsable de la modification de la vitesse, augmentation ou diminution, et la trajectoire, la modification de la trajectoire, changement de sens et ou direction de la balle. Donc ici en fait on vous définit qu'est-ce que c'est qu'une action mécanique et on vous dit en fait ce que ça a pour effet, l'action mécanique. Qu'est-ce que ça fait une action mécanique? Déjà, une action mécanique, c'est exercé par quelque chose. C'est un objet qui exerce une action mécanique et qui l'exerce sur autre chose. Là, par exemple, l'action mécanique, elle est exercée par la raquette sur une balle. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la raquette? Elle va changer la vitesse de la balle, elle va changer sa vitesse, elle va la faire accélérer, par exemple. Mais elle va aussi changer son sens et sa direction. Ça veut dire qu'elle va faire partir la balle dans une autre direction que là où elle arrivait au départ. Okay. Donc l'action mécanique qui est exercée par la raquette, son effet, c'est changer le mouvement de la balle. C'est ça l'action mécanique. On vous dit la balle est ce qu'on appelle le receveur et la raquette est ce qu'on appelle le donneur. Donc la raquette, c'est le donneur parce que c'est elle qui donne l'action mécanique et la balle, c'est le receveur parce que c'est elle qui reçoit l'action mécanique. Cette action mécanique est une action de contact entre la balle et la raquette, car elle s'exerce uniquement lorsque les deux objets entrent en contact. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait parlé d'action à distance. Donc dans le cas de la raquette et de la balle, il faut que les deux objets se touchent, rentrent en contact pour que l'action mécanique s'exerce. Quand c'est le cas, quand il faut que les objets se touchent, on parle d'action de contact. Si jamais ça se fait à distance, on parle d'action à distance. Alors je peux tout de suite vous donner un exemple d'action à distance que vous connaissez tous. C'est la gravité, le poids. Quand vous sautez, vous retombez au sol. Pourquoi? Parce que la Terre vous attire vers elle, elle vous attire vers le bas, vers le sol. Donc elle exerce sur vous une action mécanique. Elle change votre trajectoire, elle vous fait retomber. Si jamais la Terre n'exerçait pas d'action mécanique, si il n'y avait pas de gravité, quand vous sauteriez, vous continueriez à monter comme ça jusqu'à aller dans l'espace. Ok? Il faut bien comprendre, une action mécanique, c'est dès qu'il y a un changement de mouvement qui affecte un objet, c'est qu'il subit une action mécanique. Vous, quand vous sautez, que vous retombez, vous subissez une action mécanique. Celle de la Terre, mais la Terre ne vous touche pas. Quand vous êtes en l'air, la Terre ne vous touche pas, vous n'êtes pas en contact avec la Terre, et pourtant, elle vous fait quand même retomber. D'où le fait qu'on parle d'action à distance. Ensuite, on vous dit, elle, donc l'action mécanique, est appliquée à un endroit précis de la balle. On dit que donc l'action est localisée.
Si la raquette touche la raquette ne touche la balle qu'à un seul endroit. Si la raquette ne touche la balle qu'à un seul endroit, on parle d'action localisée. Ça veut dire à un seul endroit. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait dit que l'action est répartie. Donc, pareil, un exemple d'action répartie, c'est de nouveau la gravitation, c'était bien. On verra d'autres exemples après, mais reprenons l'exemple de la gravitation. En fait, quand vous sautez et que vous retombez, la Terre, elle exerce la gravité sur l'ensemble de votre corps, sur tout votre corps en même temps. Donc on dit que l'action mécanique, elle est répartie dans ce cas-là. Ok. Et on attaque les questions. Alors question 1. Dans le document 1, on vous explique l'effet d'une action mécanique exercée par une raquette sur une balle. Généralisez cette définition à deux objets appelés receveur et donneur. Donc ici, on peut noter petit 1. Petit 1 qui est d'ailleurs une question de définition, donc c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre. Une action mécanique est un effet exercé par un objet appelé donneur sur un autre appelé receveur et est responsable d'une variation de vitesse de ce dernier. Alors quand je dis une variation de vitesse ici, ça veut dire une variation de la valeur de la vitesse. Par exemple, passer de 3 mètres par seconde à 5 mètres par seconde, ça veut dire qu'on change la valeur de la vitesse, mais on change également son sens et sa direction. On parle de variation de vitesse, c'est la norme, donc la valeur, le sens et la direction. Okay. Bien avoir tout ça en tête. Ça, c'est une définition, la définition d'action mécanique. Ensuite, question 2. Pour chacune des trois situations, donc les trois qui sont là, identifier le receveur et le donneur, préciser les caractéristiques de l'action, de contact ou à distance, localisée ou répartie. Alors ici, vous voyez, on est en train de parler de trois situations, et pour les trois situations différentes, il faut donner un tas de caractéristiques. Le receveur, le donneur, les caractéristiques de l'action. Alors ici, une bonne manière de répondre à cette question de manière efficace, c'est de faire un petit tableau. Et vous voyez, pour les questions, en fait, les questions 2 et 3, je les ai faites toutes les trois d'un coup, dans le même tableau. Déjà, répondons à la question 2. On a trois situations. Situation 1, situation 2, situation celle-ci. Pour chacune des situations, il faut donner le donneur de l'action mécanique, le receveur, et puis la caractéristique. Et donc du coup, j'ai mis en haut, en tête des colonnes, les trois situations, et puis dans la colonne de gauche, j'ai mis ces différentes caractéristiques, et ça permet de répondre plus facilement et de manière plus efficace à toutes les questions, plutôt que de faire une phrase à chaque fois. Donc situation 1, c'est le joueur de foot qui tape dans la balle. Qui est le donneur dans ce cas? Qui c'est qui provoque le changement du mouvement? Eh bien, c'est le pied du joueur. Le pied du joueur qui va introduire un mouvement, il va changer un mouvement, il va changer le mouvement de quoi? Eh bien, il va changer le mouvement du receveur, et le receveur dans ce cas, c'est la balle, le ballon. Okay. Donneur, pied du joueur, receveur, ballon. Donc là, c'est quoi les caractéristiques de l'action dans ce cas? Déjà, est-ce que le pied tape sur l'ensemble du ballon en même temps? Non, le pied du joueur va taper sur un seul point du ballon. Donc on dit que l'action est de contact. Et localisée, pardon. Et ensuite, est-ce que le pied doit toucher le ballon ou bien est-ce que le pied change le mouvement du ballon sans même le toucher? Il faut que le pied touche le ballon pour que le changement de trajectoire opère. Et donc du coup, c'est une action de contact. Donc les caractéristiques, c'est une action de contact et localisée pour la situation 1. Dans la situation 2, on a un joueur qui tient le ballon de sa main et le ballon est fixé à la main, d'accord? Donc on peut considérer que le joueur et le ballon forment le même objet, puisqu'ils sont tous les deux fixés l'un à l'autre. Mais par contre, le joueur, lui, est en mouvement. Et il a été mis en mouvement par quoi? Il a été mis en mouvement par le trampoline. Donc du coup, ici, c'est quoi le donneur? C'est le trampoline. Et le receveur, c'est qui? C'est le joueur. C'est le joueur qui a été mis en mouvement par le trampoline. Ensuite, c'est quoi les caractéristiques? Eh ben, pour que le trampoline mette en mouvement le joueur, eh ben, il a fallu que le joueur saute sur le trampoline, qu'il touche le trampoline, donc c'est une action de contact. Et ensuite, le trampoline, il a effectué une action que sur les pieds du joueur et pas sur l'ensemble du joueur, seulement sur ses pieds. Et donc du coup, c'est une action qui est localisée. Ensuite, situation 3, on a les bateaux. Qu'est-ce qui met en mouvement les bateaux à voile? Eh ben c'est, vous voyez, on le voit sur les voiles qui se gonflent, c'est le vent. Donc ici, le donneur, qu'est-ce qui met en mouvement le bateau? Ben, c'est le vent. Oui, ici, le donneur, c'est bien le vent. Alors, c'est pas vraiment un objet, c'est vrai, le vent, c'est pas vraiment un objet, mais il faut pas penser en termes d'objet comme un objet qu'on peut prendre dans sa main, comme ce qu'on dirait dans la vie courante. C'est un objet physique, c'est quelque chose de physique ici. Et le vent, c'est bien quelque chose de physique, c'est de l'air. Oui, ici, le donneur, c'est le vent. Et le receveur, c'est quoi? Ben, c'est le bateau. Et plus précisément ici, c'est la voile du bateau. Et la voile. Si vous aviez mis bateau ici, c'est très bien aussi.
Ensuite, l'action. Elle est de contact ou est-ce qu'elle est à distance? Eh bien, il faut que le vent touche les voiles. Il faut que le vent frappe sur les voiles pour la mettre en mouvement. C'est une action de contact. Est-ce que c'est une action qui est localisée ou qui est répartie dans? Eh bien, il faut que le vent, enfin, quand le vent frappe la voile, il frappe la voile dans son entièreté. Toute la voile, et pas seulement en un point de la voile. Toute la voile se gonfle. Dans ce cas-là, le vent, l'ensemble de la voile. Et donc, du coup, cette fois-ci, elle est répartie, pas localisée. Elle n'est pas localisée en un seul point de la voile, mais l'ensemble de la voile en même temps. Et la question 3, ensuite, on nous demande pour chacune des situations d'écrire l'effet de l'action mécanique. C'est-à-dire, l'action mécanique faite par le donneur, qu'est-ce qu'elle va provoquer comme variation de mouvement? Dans le cas 1, l'action mécanique du pied du joueur sur le ballon, elle a mis en mouvement le ballon. Ensuite, dans le cas 2, l'action mécanique du trampoline sur le joueur, elle a mis en mouvement le joueur. Et dans le cas 3, l'action mécanique du vent sur la voile, elle a mis en mouvement le bateau. Donc en fait, on voit à chaque fois que l'action mécanique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en mouvement quelque chose. Ça, le principe d'une action mécanique. Une action mécanique, c'est quoi? Une action qui met en mouvement un objet. Okay. Voilà, donc ça c'était pour la notion d'action mécanique. Dans le grand 2, on va faire le lien entre l'action mécanique et cette notion de force que vous connaissez déjà. Donc on va passer au grand 2. Alors, grand 2. On nous dit une action mécanique peut être définie par des caractéristiques bien précises, on peut alors la modéliser par une force. En fait, ce qu'on va voir, c'est que la force, c'est une sorte de précision de l'action mécanique. L'action mécanique, ça reste quand même quelque chose de relativement vague. Par exemple, quand on dit il y a l'action mécanique du pied sur le ballon, on ne sait pas dans quel sens va partir le ballon après que l'action mécanique a été appliquée. On ne sait pas quelle partie du ballon est touchée. On ne sait pas quelle partie du pied a provoqué l'action mécanique. Toutes ces notions restent floues, et donc du coup, pour préciser tout ça, on va pouvoir utiliser une notion plus précise que l'action mécanique. Cette notion, on appelle ça la force. Et d'ailleurs, dans la plupart des chapitres qui vont suivre et dans les années futures, vous allez surtout voir la notion de force moins que celle que l'action mécanique. Donc ici, on a deux objets d'étude. On a un skieur nautique et un ballon qui quitte le pied d'un joueur. Ça veut dire que le ballon ne touche plus le pied à ce moment-là. Il a quitté le pied du joueur. Ça va être nos deux exemples qu'on va étudier lors de cette partie grand 2. Ensuite, document 3, diagramme objet-action. Afin de réaliser correctement un bilan des actions mécaniques agissant sur un objet, il est de construire un diagramme objet-action. Pourquoi est-ce que le diagramme objet-action est important ici? C'est parce que il arrive des fois, et c'est même quasiment tout le temps le cas, qu'il n'y ait pas qu'une seule action mécanique qui s'exerce sur un objet, il y en ait plusieurs. Il peut y avoir à la fois le pied qui tape sur le ballon et le vent qui pousse le ballon d'un autre côté. Et donc, du coup, sur le même objet, le même receveur, le ballon, il peut y avoir deux actions mécaniques. Et on peut même aller plus loin. Parfois, il y a plein d'actions mécaniques. Il peut y en avoir 3, 4, 5. Et donc, du coup, pour pouvoir résumer l'ensemble des actions mécaniques, on va construire ce qu'on appelle un diagramme objet-action. Donc, les règles pour le construire sont les suivantes. Effectuer l'inventaire des objets qui ont une action sur l'objet d'étude, receveur, n'oubliant pas les appuis, sol par exemple, et la terre responsable de l'action mécanique liée à la pesanteur. La première chose, c'est regarder le receveur qu'on considère et faire l'inventaire, ça veut dire compter et identifier toutes les actions mécaniques qui s'exercent dessus. Ensuite, représenter ces actions par un diagramme, le receveur est placé au centre. L'action de chaque donneur est représentée par une flèche vers le receveur, la flèche étant pointillée lorsqu'il s'agit d'une action à distance et donc en trait plein si c'est une action de contact. Par exemple, vous avez ici un joueur et nous on va considérer le ballon au moment du coup de pied du joueur. Ça veut dire qu'on considère le ballon au moment où le pied touche le ballon. Faisons l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur le ballon. Premièrement, le pied va taper sur le ballon, donc le ballon va se mettre en mouvement à cause du pied. Le joueur effectue une action sur le ballon. Ensuite, le ballon, tout comme n'importe lequel des objets qui existent, il y a la gravité. Le lance, il retombe, parce que la Terre l'attire vers lui. Ça veut dire que la Terre tire le ballon vers le bas, elle exerce une action mécanique sur le ballon. Et comme la Terre, elle exerce une action mécanique sur l'ensemble du ballon et que c'est toute la Terre qui exerce l'action sur le ballon, on va dire que c'est une action qui est à distance.
On peut aussi le voir en se disant que si le ballon est lancé en l'air, la Terre continue d'exercer une action sur lui. Du coup, c'est bien une action à distance. Même si le ballon est en l'air, la Terre l'attire. Donc c'est pour ça qu'on a mis une flèche en pointillé. Et finalement, le sol exerce également une action sur le ballon. Alors ça, c'est un peu plus dur à comprendre. En fait, si le sol n'exerçait pas une action sur le ballon, eh ben, ça voudrait dire que le ballon traverse le sol pour aller vers le centre de la Terre. Pourquoi? On vient de dire, la Terre attire le ballon vers le bas. Donc ça veut dire que si je prends mon ballon, je le lâche, imaginons que maintenant le ballon est sur le sol. On a le sol qui est là. La Terre continue d'attirer le ballon vers le bas. Donc normalement, le ballon, il a envie de tomber, il a envie de passer sous le sol. Mais on voit bien, le ballon ne passe pas sous le sol. C'est parce qu'en fait, il y a une qui est opposée à l'action de la Terre, qui va dans l'autre sens, qui pousse le ballon vers le haut d'une certaine manière. Cette action mécanique qui s'oppose à la Terre et qui fait que le ballon ne traverse pas le sol, c'est tout simplement le sol qu'il exerce. En fait, le sol, il a une action mécanique bien particulière, c'est qu'il empêche le ballon de traverser le sol. C'est un peu bizarre dire comme ça, il va falloir s'y habituer, mais souvent, là, dès qu'un objet est posé sur quelque chose, en fait, l'objet sur lequel est posé le ballon, par exemple, exerce toujours une action mécanique qui s'oppose à la gravité, s'oppose au fait que le ballon continue de descendre. Voilà, donc ça c'était diagramme objet-action. Alors document 4, on ne va pas encore le lire, on va d'abord faire la question 4 et on lira le document 4 ensuite. Donc question 4. Chacune des deux situations du document 2, construire un diagramme objet-action, indiquer le nombre d'actions mécaniques recensées. Là pareil qu'avant, je vais faire un petit tableau. Donc on a ici, hop, deux situations. Situation A, situation B, donc le skieur nautique et le ballon. Dans ce grand encadré ici, je vais mettre les diagrammes objet-action. Déjà, dans la situation A, on va placer le receveur. C'est le skieur. On met bien au centre. Bien le receveur au centre. Ok. Ensuite, quelles sont les actions qui s'exercent sur le skieur? Déjà, il y a le bateau qui va tirer le skieur nautique. D'accord? Le ski nautique, vous savez, c'est vous avez des skis, vous êtes sur la mer, vous avez une sorte de bâton devant vous qui est relié par une corde à un bateau. Le bateau, il avance et donc il tire avec lui. Donc du coup, pour pouvoir faire du ski nautique, il faut bien qu'il y ait un bateau qui nous tire. Donc du coup, le bateau, il exerce une action sur le skieur. Alors est-ce que c'est une action de contact ou est-ce que c'est une action à distance? On pourrait se dire que le bateau et le skieur ne se touchent pas. Le bateau, il est quelques mètres devant lui. Oui, mais il y a la corde qui relie les deux. Et la corde, d'une certaine manière, elle fait un peu partie du bateau. La corde, elle est reliée au bateau directement. Ou, si j'ai mis une flèche en trait plein, parce que l'action est de contact, puisqu'en fait, il y a la corde qui est un objet physique qui fait partie du bateau, on peut dire, et le skieur tient cette corde dans les mains. Donc ça veut dire que l'action est bien de contact. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'océan qui va effectuer une action mécanique sur le skieur, un petit peu comme le sol ici effectue une action mécanique sur le ballon dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Si l'océan n'effectuait pas d'action mécanique sur le skieur, et le skieur, en fait, il coulerait. Pourquoi? Parce qu'il y a également la Terre qui effectue une action mécanique sur le skieur qu'on appelle la gravité, et qui fait que le skieur il a tendance à tomber. Okay? Donc, pour que le skieur ne coule pas, il faut bien que l'océan fasse une action mécanique vers le haut, que le skieur ne tombe pas, ne coule pas, opposé à la gravité. Okay? Et on voit qu'on a ici 3 actions mécaniques. Il n'y en a pas d'autres. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein. On peut en imaginer d'autres en fait. Il y en a d'autres qui ont été ici négligées, notamment lorsque vous avancez, vous savez que il y a du vent qui s'exerce sur vous, il y a les frottements de l'air qui vont vous freiner, et donc du coup on aurait pu rajouter frottement de l'air ici, et étant donné que c'est beaucoup plus faible que les 3 autres actions mécaniques, je les négliger. Ok. Ensuite, situation B, on a le joueur de foot et son ballon. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a déjà le receveur qui est le ballon. Ensuite, quelles sont les actions mécaniques qui vont s'exercer sur le ballon? Alors déjà, est-ce qu'il va y avoir le pied du joueur? Pas dans ce cas-là, parce qu'on a dit que le ballon a quitté le pied du joueur, donc il est déjà en l'air. Donc il n'y a pas le pied du joueur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a le vent. Ici, je l'ai mis. Si j'ai mis le vent, parce que lors d'un match de foot, n'importe quel tir de foot, le vent, en fait, alors c'est pas vraiment le vent, j'aurais plutôt dû mettre l'air, pardon. Ici, c'est plutôt l'air. L'air, en fait, a une action très importante sur le mouvement du ballon, notamment tous les effets qu'on met dans un tir de ballon, notamment pour faire des tirs courbés ou ce genre de choses, c'est dû au frottement de l'air. La trajectoire du ballon
elle est modifiée par les frottements de l'air. Donc ici, j'ai mis vent, hein. C'est pas le vent. Bon, je vais le corriger d'ailleurs. Pas le vent, c'est plutôt... Ok. Hop. Et ensuite, on a quoi d'autre? Eh ben, on a la Terre, toujours, elle est toujours là, elle effectue une action mécanique sur le ballon, la gravité. Et dans ce cas-là, on n'a que 2 actions mécaniques, on en a moins qu'avant. Et on a fini nos 2 diagrammes objet-action. Ouais, nos 2 diagrammes objet-action, pardon. On nous dit ensuite, chacune de ces actions mécaniques peut être représentée par une force. Chacune des actions mécaniques qu'on a représentées, 3 dans ce cas-là, 2 dans ce cas-là, on peut les schématiser sur un schéma par ce qu'on appelle une force. Alors on va pouvoir lire le document 4. Document 4, modélisation d'une action mécanique. Alors, les actions mécaniques peuvent être modélisées par des forces. La force est représentée par un segment fléché, part du point d'application de la force et qui a la même direction, le même sens que l'action mécanique. Alors ici, segment fléché, notamment vous le voyez ici, ça doit tout de suite vous faire penser à des vecteurs, tout comme le vecteur vitesse. Et en effet, les forces, tout comme les vecteurs vitesse, ce sont des vecteurs, tout bêtement. On le voit parce que vous voyez la manière dont sont représentées les forces avec un F ici, il y a une petite flèche au-dessus, ça montre bien que c'est des vecteurs. Et ces vecteurs, ils ont quoi comme caractéristique? Déjà, le début du vecteur, ce qu'on appelle le point d'application ou bien l'origine, c'est là où l'action mécanique s'exerce. Vous voyez par exemple ici le pied tape le ballon de rugby. Vous voyez le pied tape le ballon de rugby à cet endroit-là. Et donc du coup, le pied exerce sur le ballon une force qui est représentée par ce vecteur violet ici. Et on voit bien que le début du vecteur, il est à l'endroit où le pied touche le ballon. Donc il faut bien que l'origine du vecteur soit à l'endroit où il y a contact, là où l'action mécanique s'exerce. Pareil, vous voyez le sol. On dit que le sol exerçait une action mécanique sur le ballon pour qu'il ne traverse pas le sol justement. Et bien alors du coup, le sol lui va exercer une action mécanique au niveau de là où le ballon touche le sol. Donc on voit bien que la force qui représente l'action mécanique exercée par le sol sur le ballon commence au niveau de là où le ballon touche le sol, c'est-à-dire ici. Vous voyez bien que l'origine du vecteur rouge, c'est ici. Et un peu plus dur, la Terre, elle exerce sur le ballon également une action mécanique, mais c'est une action mécanique qui est répartie. C'est-à-dire que la Terre, elle attire l'ensemble du ballon, elle attire tout le ballon d'un coup. Et donc du coup, pour représenter ça, en fait, on fait partir la force du centre du ballon. Vous voyez, la force qui représente l'action mécanique de la Terre, donc la gravité, part du centre du ballon, et comme la gravité, elle fait tomber vers le bas, et bien la force s'exerce vers le bas. Et il faut bien avoir ça en tête, en fait, la force, ça montre juste le sens dans lequel l'action mécanique s'exerce. Le ballon, le pied, il tape le ballon pour qu'il aille dans cette direction-là, pour qu'il parte vers la droite, et donc du coup, la force s'exerce vers la droite. La gravité a tendance à faire tomber le ballon, donc la force s'exerce vers le bas. Et le sol s'oppose à la gravité pour éviter que le ballon traverse le sol, et donc du coup, la force s'exerce vers le haut. Sur le schéma ci-contre, on a représenté les forces modélisant les actions mécaniques de la situation du document 2. Les actions mécaniques peuvent modifier la vitesse et ou la trajectoire du receveur. Force, qu'est-ce que ça fait? On l'a dit, ça modifie le mouvement, la vitesse ou la trajectoire. Ok, donc question 5. Question 5. On rappelle que les flèches présentes sur un diagramme objet-action représentent chacune une action et donc une force. Vous voyez à droite, là, toutes les flèches ici que j'ai mises sur mes diagrammes objet-action, elles représentent toutes les 3, et ici toutes les 2, des forces. Et donc du coup, associer à chaque flèche du diagramme du document 3 la force correspondante sur le schéma du document 4. En fait, on vous dit, pour chacune des flèches qui sont ici, là, le diagramme objet-action du document 3, là, on va associer pour chacune des 3 un des 3 vecteurs sur le schéma qui est ici. Okay, c'est parti. Vous avez ici le schéma, le diagramme objet-action. Déjà, cette flèche ici, entre le joueur et le ballon, c'est l'action mécanique que le joueur exerce sur le ballon. Alors ici, on regarde. Hop. Quelle est la force qui représente l'action mécanique qui est sur le ballon? Eh bien, c'est la flèche violette qui est flèche violette.
Et donc du coup, cette flèche violette, vous voyez qu'elle a été appelée F pied slash ballon. F pied slash ballon. Alors comment ça se lit? F pied slash ballon, ça se lit force, F c'est pour force, que le pied exerce sur, vous voyez le slash c'est sur, hein, comme une division. Pied sur ballon. C'est la force que le pied exerce sur le ballon. La force que le pied exerce sur le ballon, bien, cette flèche-là, c'est bien la force que le joueur exerce sur le ballon. C'est bien le pied du joueur. Allez, deuxième force. Sol exerce une action mécanique sur le ballon. Alors c'est laquelle ici? Le sol il est en bas, le ballon il est au-dessus, et on voit que le vecteur, la flèche rouge ici, c'est le vecteur force qui représente l'action mécanique que le sol exerce sur le ballon. Et elle se note F, la force, sol sur le ballon. C'est la force que le sol exerce sur le ballon. Du coup, ici, la flèche qui relie sol et ballon, ça va bien être représentatif de la force sol sur le ballon. Et enfin la dernière, la force que l'action mécanique que la Terre exerce sur le ballon, elle est représentée ici par la flèche bleue qui va vers le bas. Et c'est bien, on l'a bien appelé F de Terre sur ballon. Force que la Terre exerce sur le ballon. Ok? Donc on a associé à chacune des flèches du diagramme objet-action une force. Et ensuite, question 6. Identifiez les deux actions de contact. Où se trouve l'origine des vecteurs force correspondant dans ces deux cas? En fait, ça on y a déjà répondu. Hein. Les deux actions de contact, c'est la force du pied sur le ballon et puis la force du sol sur le ballon. Hein. C'est deux actions de contact, parce que la gravité, on avait vu que c'était une action qui était à distance. Donc du coup, on peut noter, les deux actions mécaniques de contact sont celles exercées par le pied et par le sol. Donc, le pied qui exerce l'action mécanique de contact et le sol. Dans les deux cas, les vecteurs force correspondants ont pour origine le point de contact. Ça veut dire que le vecteur force, il commence bien là où il y a contact entre le donneur et le receveur. C'est la question 6. Question 7. Identifiez l'action à distance. Où se trouve l'origine du vecteur force correspondant dans ce cas-là? Donc l'action à distance est celle exercée par la Terre. Le vecteur force correspondant a pour origine le centre du ballon. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Lorsque l'action est à distance, fait comme si la force s'exerçait au centre de l'objet. Là, par exemple, au centre du ballon. Question 8. Qu'indique le sens et la direction des vecteurs force dans ces cas? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit le sens et la direction des vecteurs force indiquent le sens et la direction dans laquelle ces forces tendent à mettre en mouvement le receveur. Je regarde ici. Hop. Lorsque le pied tape le ballon, il exerce une force dans cette direction-là. Et en fait, cette direction-là, ce vecteur-là, il montre le sens dans lequel le ballon a tendance à vouloir partir. C'est dans ce sens-là que le ballon va partir. Okay. Après, c'est pas toujours... Il y a des fois où ça ne fonctionne pas, on ne peut pas raisonner comme ça. Par exemple, vous voyez que la Terre ici, elle a une flèche dirigée vers le bas. Donc en fait, on va se dire, ah bah si la flèche est dirigée vers le bas, ça veut dire que le ballon va aller vers le bas. Mais dans ce cas-là, non. En effet, la gravité, elle a tendance à vouloir faire que le ballon aille vers le bas. Mais il y a une autre force, F de sol sur ballon, qui elle va vers le haut. Et donc du coup, le vecteur bleu là, la force bleue et la force rouge, elles s'opposent. Il y a une qui va vers le bas et une qui va vers le haut. Et donc du coup, elles s'annulent. Et donc du coup, le ballon ne va aller ni vers le haut ni vers le bas, il va rester selon l'axe horizontal. Par contre, il va bien aller vers la droite, parce que la force violette qui correspond au pied qui tape le ballon, elle est annulée par rien du tout. Donc le ballon, hop, il va bien pouvoir partir vers la droite. Okay. Donc ici, les forces, on ne peut pas dire que l'objet va se mettre en mouvement dans la même direction que la force. On peut juste dire que les forces, elles tendent à mettre l'objet en mouvement dans la direction de la force. On ne peut pas dire que l'objet va se mettre en mouvement dans la même direction que la force. On ne peut pas aller jusque-là. Et hop. Ok. Ça, c'était la question 8. Ensuite, question 9. Pour les deux situations du document 2, représentez le système étudié sur un schéma en s'inspirant du schéma du document 4, sans oublier de représenter les forces qui s'exercent sur chaque objet. Donc en fait, dans ces deux cas-là, le cas A et le cas B,
on va faire un schéma comme celui-ci en représentant les forces. Je vais vous montrer comment on fait. Question 9. On a de nouveau deux situations, donc comme avant, j'ai fait un petit tableau. Alors on a d'abord le skieur nautique. Alors vous voyez, moi le skieur nautique, je l'ai pris de profil parce que je trouve que c'est plus simple de le prendre de profil pour représenter les forces. Okay, tout comme ici, vous voyez, quand ils ont représenté le pied qui tape sur le ballon, ils l'ont mis de profil. Et de manière générale, dès que vous faites un schéma où vous allez représenter des vecteurs force dessus, vous allez toujours le faire de profil. C'est toujours le cas. Ok, donc on a notre skieur qui est représenté. Alors, première force qu'on va représenter, et vous voyez, j'ai mis vecteur orange qui part du centre du personnage, du centre du receveur, et qui va vers le bas. Ça, c'est la force que la Terre exerce sur le skieur. Et c'est la gravitation, là, c'est la gravité. Le skieur, il a tendance à tomber vers le bas, il a tendance à vouloir couler d'une certaine manière parce que la Terre l'attire vers le bas. Et comme c'est une action qui est répartie, et bien alors, le vecteur force commence bien au centre du ski. Première force. Deuxième force, c'est la force que le bateau exerce sur le skieur. Donc le bateau, il est représenté par le bateau qui est plus loin, et puis par la corde. Et le skieur, on voit qu'il tient la corde à cet endroit-là. Donc la force, elle va devoir partir de l'endroit où il y a contact. Donc il y a contact ici, au niveau où les mains tiennent la corde qui est reliée au bateau. Et puis le bateau, il va tirer dans quelle direction? Il va tirer vers la droite. D'où le fait que la force va vers la droite. Et comment est-ce qu'on appelle cette force? On va l'appeler la force bateau exerce sur le skieur. Force que le bateau exerce sur le skieur. Et enfin, dernière force, c'est la flèche verte ici, qui est la force que l'océan exerce sur le skieur. Donc l'océan, on a vu, il empêche le skieur de couler. Donc ça va être une flèche qui est dirigée vers le haut, qui va s'opposer à la flèche orange dirigée vers le bas. Et ces deux forces, en fait, elles vont se compenser pour que le skieur ne coule pas et qu'il ne s'envole pas non plus. Mais ici, il y a une petite subtilité. Vous voyez que la flèche, je ne l'ai pas mis parfaitement vers le haut. J'aurais pu la mettre parfaitement vers le haut, mais je l'ai mis un peu vers la gauche, comme ceci. Pourquoi? C'est pour représenter que l'océan, en effet, va empêcher le skieur de couler. Donc la flèche doit être dirigée vers le haut. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il va aussi freiner un petit peu le skieur. Vous savez, le skieur, si jamais le bateau s'arrête, eh bien, le skieur va freiner. Pourquoi? Parce que l'océan freine le skieur aussi. L'océan, il a une action où, lorsque vous avez des skis et que vous êtes sur l'eau, eh ben, c'est pas comme si vous étiez sur de la glace. Vous allez finir par vous arrêter parce que l'océan vous freine. Et pour représenter le fait que l'océan freine le skieur, eh ben, il faut que la flèche soit dirigée un peu vers la gauche, s'opposer au mouvement qui va vers la droite, représenté par le bateau. D'où le fait que la flèche verte qui représente la force que l'océan exerce sur le skieur, elle est dirigée vers le haut, pour montrer qu'elle s'oppose à la gravité, et un peu vers la gauche, pour montrer qu'elle s'oppose au mouvement du bateau. Okay. Ensuite, deuxième cas de figure, on a le ballon. On étudie le ballon dans ce cas-là, je rappelle. Sur le ballon, il y a bien la force de gravité F de terre sur ballon qui commence au centre du ballon, exactement comme ici. Et on a la force que l'air exerce sur le ballon. Je rappelle qu'on avait dit que l'air, les frottements de l'air étaient très importants dans le mouvement d'un ballon. Alors imaginons que le ballon va vers la gauche actuellement. Si j'ai imaginé que le ballon il était en mouvement et qu'il allait vers la droite, pardon, il va vers la droite. Et bien du coup l'air, si le ballon va vers la droite, l'air il va pas taper sur la partie gauche du ballon, il va taper sur la partie droite du ballon. D'où le fait que j'ai représenté le vecteur force, qui modélise l'action mécanique de l'air, je l'ai fait partir, l'origine du vecteur il est sur la droite du ballon, parce que c'est là que l'air exerce son action mécanique, puisque le ballon va vers la droite. Et ensuite, l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à freiner le ballon. Et comme le ballon va vers la droite, pour montrer que l'air freine le ballon, la force, elle doit aller vers la gauche. En allant vers la gauche, ça montre que le ballon va de moins en moins vite. Alors que si la flèche allait vers la droite, ça voudrait dire que le ballon va de plus en plus vite, qu'il est poussé par l'air. Okay. Ça, c'était deux petits schémas pour représenter les forces. Ça, c'était la question 9. Ok. Et enfin, on arrive à la partie grand 3.
la théorie du mouvement à travers les âges. Donc en fait, ça, cette partie grand 3, c'est un aperçu de ce que vous allez voir les années donc grand 3, théorie du mouvement à travers les âges. Pourquoi une flèche continue-t-elle sa course une fois lancée, alors que l'action qu'exerce l'archer ne peut plus s'appliquer? Ça, c'est un peu bizarre. Vous voyez là, vous avez un archer et un arc avec une flèche. Tire la flèche. La flèche part et elle va suivre une trajectoire qui représente relativement à celle-là, ça veut dire qu'elle va continuer un petit peu, puis elle va finir par tomber. Okay, c'est logique. C'est assez logique. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque l'arc a tiré la flèche, l'arc n'exerce plus d'action mécanique sur la flèche. Ça veut dire que lorsque la flèche elle est en vol, elle n'est soumise que plus qu'à une seule action mécanique, c'est la gravité, qui la fait retomber. Il n'y a plus rien qui la pousse vers l'avant. Et pourtant, la flèche continue d'avancer. La flèche, elle ne s'arrête pas au plein milieu de son vol parce qu'il n'y a plus d'action mécanique qui s'exerce dessus à part la gravité. Elle continue d'avancer. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Alors, document 6, il y a 3 théories du mouvement. La théorie d'Aristote, la théorie de Jean Philopon et la théorie de Galilée qui se sont succédées dans le temps. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Aristote? La flèche décochée de son arc est arrachée de son état de repos. C'est un mouvement violent. Elle se déplace, laissant un vide derrière elle. Ce vide se remplit alors d'air qui agit à l'arrière de la flèche et la pousse. Mais son mouvement naturel est de revenir vers son milieu d'origine, la terre comme la fumée qui monte vers le ciel car son lieu d'origine est l'air. Alors lui, il explique, Aristote, pourquoi est-ce que la flèche continue d'avancer alors qu'elle est déjà en l'air? En fait, il dit que lorsque la flèche avance, derrière la flèche, en fait, il n'y a plus d'air. Là où la flèche est passée, il n'y a plus d'air. Et comme il n'y a plus d'air, l'air il va vouloir revenir combler ce vide. Et en comblant le vide laissé par la flèche, l'air va pousser la flèche vers l'avant. C'est pour ça que la flèche continue d'avancer. Ça, c'est son hypothèse. Et ensuite, pourquoi la flèche est-ce qu'elle retombe? Pourquoi est-ce qu'elle va vers le bas? C'est parce que le milieu naturel, le milieu d'origine de la flèche, c'est la Terre. Et tous les objets, ils ont tendance à vouloir retourner vers leur milieu naturel. La flèche, comme son milieu naturel, c'est la Terre, elle va retomber vers la Terre. La fumée, par exemple, comme le milieu naturel de la fumée d'un feu, c'est l'air, et ben, la fumée va monter vers le ciel, etc. Ça, c'est l'hypothèse d'Aristote. Jean Philopon, maintenant. Lui, il dit, l'air ne peut que retarder le mouvement et non l'entretenir. Donc lui, il n'est pas d'accord avec Aristote, il dit, non, l'air ne peut pas provoquer le mouvement de la flèche, c'est pas possible. L'arc communique à la flèche une force motrice qui donne un élan à la flèche, qu'on appelle l'impétus. L'impétus entretient le mouvement de cette flèche, mais une fois qu'il est épuisé, elle retombe naturellement sur Terre. Alors, avant de continuer, hop, lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit que en fait l'arc, lorsqu'on tire la flèche, donne une certaine quantité à la flèche qu'on appelle l'impétus, qui est en fait de l'élan. Il donne de l'élan à la flèche, et la flèche elle garde cet élan le long de sa trajectoire. Elle garde l'élan le long de sa trajectoire. Là, la trajectoire que j'ai représentée ici, vous voyez, c'est la trajectoire de la flèche, elle le garde. Mais une fois que l'élan a été consommé, c'est-à-dire que l'élan diminue au fur et à mesure, et dès qu'il n'y en a plus, l'élan, dès qu'elle a perdu son impétus, la flèche, hop, dès qu'elle a perdu, elle commence à retomber. Donc tant que la flèche elle a de l'impétus qui lui a été donné par l'arc au départ, elle continue de monter, et dès qu'elle n'en a plus, hop, elle retombe. Ça c'est la théorie de Jean Philopon, c'est la théorie de l'impétus, c'est un objet, tant qu'il a de l'impétus, continue sur son mouvement, en ligne droite, et dès qu'il n'en a plus, hop, il retombe. Et enfin Galilée, il nous dit le mouvement de cette flèche n'est absolument pas dû à un impétus qui agit sur la flèche le long de la trajectoire, mais le fait de lui avoir communiqué une vitesse lors du décochage. L'action de la Terre sur la flèche explique sa chute. Donc en fait, Galilée lui dit c'est pas l'impétus que la flèche garde, c'est juste sa vitesse. L'arc donne une certaine vitesse à la flèche au début, et la flèche va avoir tendance à garder sa vitesse le long de la trajectoire. Et pourquoi la flèche quand même elle retombe? C'est parce que il y a la gravitation qui s'exerce sur la flèche, et c'est pour ça qu'elle retombe. Ça, c'est les 3 théories. Ensuite,
Le document 7. Alors le document 7, il est un peu particulier. En fait, qu'est-ce qu'on vous explique dans le document 7? On vous montre sur ce graphique la vitesse en fonction de la position. On vous montre en fait la vitesse selon l'axe X et selon l'axe Y. Alors les axes, vous vous rappelez, hein, vous avez l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On voit que selon l'axe X, donc l'axe des abscisses, la flèche va tout le temps à la même vitesse. C'est la ligne rouge qui est ici. Selon l'axe X, la flèche va tout le temps à la même vitesse. Ça veut dire qu'elle va toujours de gauche à droite à la même vitesse. Par contre, on voit que la flèche, selon l'axe Y, l'axe des ordonnées, au début la vitesse est grande, ensuite elle devient nulle, elle devient 0, puis elle recommence à augmenter. Ça veut dire que, comment est-ce que pour vous expliquer ça, regarde, imaginez la flèche ici. Au début, là, la flèche elle est lancée, et entre la position 1 et la position 2, la flèche elle est montée un petit peu. Ça veut dire qu'elle avait une certaine vitesse selon l'axe vertical. Elle avait une certaine vitesse selon l'axe vertical parce qu'elle est montée un petit peu. Ensuite, entre la position 2 et la position 3, elle est encore montée un petit peu. Et une fois qu'elle a atteint la position 3, vous voyez, entre la position 3 et la position 4, elle a quasiment pas bougé de haut en bas. Elle est bien passée de gauche à droite, hein, mais de haut en bas, elle a quasiment pas bougé. Et donc du coup, sa vitesse selon l'axe vertical, elle était nulle, elle valait 0, puisqu'en fait, elle n'a pas bougé de haut en bas. Elle est restée à la même hauteur. C'est ça qu'on représente ici. Vous voyez qu'à la position 3, la vitesse de la flèche, est devenue nulle, elle valait 0. C'est parce qu'en fait, à la position 3, la flèche ne montait plus et ne descendait plus. Du coup, elle avait une vitesse selon l'axe vertical qui était nulle. Ensuite, le document 8, on verra ça à la fin. Donc du coup, on vous dit, question 10. Sur le document 5, représentez, sans souci d'échelle, le vecteur vitesse au centre de la flèche pour les 5 instants représentés. Donc en fait, sur ce document-là, il fallait représenter le vecteur vitesse. Alors, je rappelle, pour représenter le vecteur vitesse, alors par exemple, pour le représenter au point 2, il faudrait prendre le point 3, le point 1, relier la position 1 à la position 3, et ensuite faire un vecteur qui est parallèle à ce segment au niveau de la flèche. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les 2 chapitres précédents. Et en fait, il y a une astuce, je n'ai pas expliqué, qui permet de le faire plus simplement. Vous voyez ici, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tracé la trajectoire de la flèche en pointillé. La trajectoire de la flèche en pointillé, c'est la forme de la courbe que va suivre la flèche au cours de son mouvement. Et bien en fait, la vitesse, que j'ai représenté par exemple pour la position 1 ici, le vecteur vitesse en vert, il est tangent à la trajectoire. Ça veut dire qu'il est contre la trajectoire, le vecteur. Si je le trace la vitesse à la position 2, regardez comment je vais placer mon vecteur vitesse. En fait, vous voyez qu'il est de nouveau tangent à la trajectoire, ça veut dire qu'il est contre la trajectoire. À la position 3, vous voyez, contre la trajectoire. Position 4, pareil. Et position 5, pareil. Et les vecteurs vitesse, en fait, ils sont collés à la trajectoire. Ça, c'est une manière qui marche tout aussi bien que la manière qu'on a vue dans les chapitres précédents pour tracer la vitesse. Ça donne les mêmes résultats. Okay. Donc ici, j'ai tracé 5 vecteurs vitesse, 5 positions de la flèche. Si vous ne savez plus comment faire, je vous invite à revoir les 2 chapitres précédents. Ok, donc question 10, c'est bon. Question 11. Sans tenir compte des 3 théories, construire un diagramme objet-action est représenté sur une figure, là où les forces s'exerçant sur la flèche. Au moment de son décollage au début, et ensuite quand elle est en vol. Donc il y a 2 diagrammes objet-action à faire. On y va. 2 diagrammes objet-action. Déjà, au moment de son décollage, le receveur c'est la flèche. Et qu'est-ce qu'elle subit? Elle subit l'action de l'arc. Au début, au moment où elle est encore sur l'arc, elle subit l'action de l'arc. Et elle subit l'action de la Terre. Ça veut dire que la Terre exerce la gravitation sur elle. On a donc ce diagramme objet-action là. Si maintenant on doit schématiser avec des forces la situation, on a bien l'arc. On a une force qui est la force de gravité que exerce la Terre sur la flèche, qui représente cette flèche ici. Et on a une deuxième force, qui est la force que l'arc exerce sur la flèche, et qui démarre, dont le vecteur démarre au point de contact entre l'arc et la flèche. Okay. Donc on a ces 2 vecteurs-là, on a 2 forces qui s'exercent sur la flèche à ce moment-là.
Ensuite, quand elle est en vol, on a toujours la flèche qui est le receveur, mais on n'a plus que la Terre qui exerce une action mécanique sur la flèche. L'arc n'exerce plus d'action mécanique sur la flèche puisque la flèche est plus en contact avec l'arc. Et donc du coup, si on doit schématiser la situation, on a la flèche, et il n'y a que la force que la Terre exerce sur la flèche qui s'exerce dessus. Et toujours, hein, le vecteur part du centre de la flèche, parce que je rappelle que la force que la Terre exerce sur la flèche, c'est la force de gravitation. Elle s'exerce sur la flèche en entier, et donc du coup, il faut bien la faire partir du centre de l'objet. Okay. Ça, c'est la question 11. Question 12. Pourquoi la flèche se met-elle progressivement à voir son vecteur vitesse changer pour se diriger vers le bas? Autrement dit, pourquoi la flèche se met-elle progressivement à tomber? Pourquoi la flèche, elle continue pas tout droit comme ça, jusqu'à l'infini? Pourquoi est-ce qu'elle retombe? Ça, c'est dû à la force de gravité. Le vecteur vitesse de la flèche se met progressivement à se diriger vers le bas car la force que la Terre exerce sur la flèche l'attire progressivement vers le bas. Vous voyez? Cette force est dirigée vers le bas sur la flèche qui fait que la flèche va progressivement vers le bas. La Terre pousse la flèche à aller vers le bas. C'est ça que fait la force. Ensuite, question 13. Pourquoi cependant la flèche continue-t-elle sur sa lancée une fois qu'elle a été décochée par l'arc? Raisonnez en termes de force. Pourquoi est-ce que la flèche ne s'arrête pas une fois qu'elle est en l'air alors qu'on a vu qu'il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur elle, c'est la force que la Terre exerce sur la flèche? Ça, c'est dû au fait que la flèche continue sur sa lancée une fois qu'elle a été décochée, car il n'y a pas de force qui vient s'opposer à son mouvement. Il n'y a pas de force qui pousse la flèche dans le sens contraire de son mouvement pour la faire ralentir. Une force, qu'est-ce que ça fait? Une force, ça ne donne pas une vitesse. Pas parce que vous avez une force qui s'exerce sur vous que vous avez une certaine vitesse. La flèche, quand elle a été décochée par l'arc, elle a reçu une certaine vitesse due à l'arc. Mais une fois qu'elle est en l'air, la flèche, elle garde sa vitesse. Pour que la flèche se mette à freiner, il faudrait qu'une force s'exerce sur la flèche dans le sens opposé de son mouvement, c'est-à-dire par la gauche en l'occurrence. Et cette force, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire diminuer progressivement la vitesse de la flèche. Or, dans ce cas-là, on regarde, il n'y a pas de force qui s'exerce dans le sens opposé du mouvement de la flèche. Et donc du coup, la flèche, elle va garder sa vitesse. Elle n'a pas de raison de changer. Si jamais il y a une force qui s'exerçait vers la droite dans le même sens que la flèche, eh ben, la flèche irait de plus en plus vite. S'il y avait une force qui s'exerce vers la gauche, donc dans le sens opposé du mouvement de la flèche irait de plus en plus lentement. Et là, comme il n'y a pas de force qui s'exerce ni vers la droite ni vers la gauche, eh ben la flèche garde sa vitesse. C'est ça que j'ai expliqué dans la question. Question 14. Quelle théorie semble en adéquation avec la réponse à la question 10? Justifiez votre choix, notamment ce qui vous a permis d'éliminer les deux autres théories. En fait, ici, c'est laquelle des trois théories qui est la bonne? C'est pas la théorie d'Aristote. Pourquoi? Parce qu'elle ne prend pas en compte la notion de force. Il n'y a pas de force dans la théorie d'Aristote. C'est déjà qu'elle est fausse. La théorie de Jean Philopon n'est pas correcte non plus, car la trajectoire de la flèche n'est pas cohérente avec cette théorie. En effet, ici vous avez une gravure qui date du Moyen-Âge. Vous avez un canon qui tire un boulet, et vous avez la trajectoire du boulet de canon selon la théorie de Jean Philopon. Donc dans la théorie de Jean Philopon, je rappelle que les objets, ils ont une certaine impétus, et tant qu'ils gardent cet impétus, cet élan, et ben ils vont en ligne droite. Donc vous avez ici un boulet de canon qui est tiré, il a du coup un certain impétus, il garde son impétus, il va tout droit tant qu'il a son impétus, et à partir de ce point-là, eh ben, il a de moins en moins d'impétus et il commence à tomber. Et une fois qu'il arrive ici, il n'a plus du tout d'impétus et donc du coup il tombe en ligne droite. En ligne droite. Est-ce que c'est ce qu'on observe dans la réalité? Eh ben, pas du tout. Vous voyez que la flèche, si la théorie de Jean Philopon était vraie, elle devrait monter en ligne droite. Dès qu'elle n'a plus d'impétus, elle devrait retomber comme ça, d'un coup tout droit. C'est pas du tout ce qu'on observe. On voit que la flèche, elle ne tombe jamais complètement tout droit, elle va garder sa vitesse pour aller vers la droite, elle va juste tomber petit à petit vers le bas, mais sans jamais tomber comme un piquet. Et donc du coup, la théorie adéquate est donc celle de Galilée, qui résonne en termes d'action mécanique et donc de force. Et enfin, dernière question, question 15. Déduire des questions précédentes l'affirmation correcte parmi les deux suivantes.
pour qu'un objet soit en mouvement, il est nécessaire qu'une force s'exerce sur celui-ci. En effet, la force et la vitesse sont proportionnelles. Lorsqu'une force s'exerce sur un objet, celle-ci a pour effet de modifier la valeur de la vitesse de l'objet. Ainsi, lorsqu'un objet n'est soumis à aucune force, il conserve sa vitesse. Alors, c'est laquelle des deux? Eh bien, la bonne théorie, c'est là. Oula, c'est pas la question 15. J'ai ça. Hop. Question 15. Lorsqu'une force s'exerce sur un objet, celle-ci a pour effet de modifier la valeur de la vitesse de l'objet. Ainsi, lorsqu'un objet n'est soumis à aucune force, il conserve sa vitesse. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsque l'objet est en mouvement, s'il n'y a pas de force qui s'exerce dessus, ni une force qui va vers la gauche, ni une force qui va vers la droite, dans le cas de la flèche, et bien la flèche va garder sa vitesse, elle va ni freiner, ni... C'était deuxième affirmation ici. La première, elle est fausse, parce que la première, elle nous dit que pour qu'un objet soit en mouvement, il faut qu'il y ait une force qui s'exerce dessus. C'est pas le cas. Par exemple, la flèche, s'il n'y avait aucune force qui s'exerçait dessus, elle continuerait d'aller quand même vers la droite, puisque elle garderait sa vitesse. Elle serait quand même en mouvement. Voilà. Donc ça conclut cette activité relativement longue, relativement dense. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions sur ce chapitre-là, sur le document Louismatic, j'y réponds dans la journée. Prenez bien le temps de prendre note de toute la correction, hein. C'est une activité, donc elle fait partie du cours. Prenez bien note de tout ça. Je vous donnerai en fin de semaine, donc sûrement demain ou après-demain, des exercices sur ce chapitre-là pour que vous puissiez vous entraîner. Allez, je vous dis à bientôt et bon courage.